Monde. On vous remercie aujourd'hui de votre présence ce midi. Pour celles et ceux qui sont sur leur heure de lunch, on vous souhaite bon appétit. D'abord, avant tout, je vais me présenter. Je suis Sophie Coulombe, je suis professionnelle de recherche au CREMIS. Je fais partie de l'équipe du projet SRA. Je vais présenter ici Christopher McCall, professeur titulaire en sociologie à l'Université de Montréal, et Laurence Roy, professeure adjointe en ergothérapie à l'Université McGill. Tous deux chercheurs, tous deux sont chercheurs au CREMIS également. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire a lieu dans le cadre de 6 autres webinaires qui, sur le projet sur le développement d'une approche en accompagnement résidentiel. Dans le cadre de ce projet, l'équipe qui était composée de nous trois, ainsi que de Nancy Keys, infirmière, et Marie-Josée Doucet, travailleuse sociale, on a collecté des témoignages à l'aide d'entretiens individuels et de groupes auprès de personnes accompagnées et d'intervenants et intervenantes, ainsi que de différents acteurs du milieu institutionnel et communautaire. C'est entre autres de ces données que ce qui va être présenté aujourd'hui est tiré. Je vous invite à aller visiter le site web pour la programmation des 3 autres webinaires qui seront à suivre après celui-ci. Aujourd'hui, on va parler de solitude et de socialisation, expériences et pratiques d'intégration sociale et communautaire. L'objectif, c'est d'exposer l'expérience des personnes accompagnées et de les mettre en dialogue avec les pratiques dans la sphère de l'intégration sociale et communautaire. Donc, avant de passer la parole à Laurence, je vais vous inviter tout au long du webinaire à poser des questions ou à écrire vos commentaires dans la section chat que vous pouvez, si vous êtes sur l'ordinateur, voir à votre droite de l'écran. Sinon, si c'est sur votre tablette, normalement, ça serait en bas dans une petite barre. Vous pouvez aussi, si jamais vous ne voyez pas l'onglet chat, poser vos questions dans l'onglet questions. Mais ça se pourrait peut-être qu'on ne les voit pas automatiquement. Bref, dans tous les cas, ça nous ferait plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc, je vais passer la parole à Laurence. Donc, bonjour, à mon tour de vous dire bienvenue au webinaire. Donc, pour ceux qui étaient là, il y a eu un premier webinaire, le tout premier, qui exposait notre démarche et qui exposait les différents principes pour un accompagnement résidentiel. Et le deuxième webinaire était en fait le premier webinaire thématique qui a porté sur la question qui est au cœur évidemment de l'accompagnement résidentiel, la question du logement. Pour ce deuxième webinaire thématique, on va aller un peu plus en profondeur sur un deuxième thème, une deuxième facette de l'accompagnement résidentiel, celle des relations sociales et de l'intégration sociale. Dans un premier temps, on a fait ressortir le rapport au logement. Donc, dans le premier thématique, on parlait du rapport au logement, puis on a parlé de 4 dimensions du quotidien en logement. On a parlé d'abord des rapports avec des figures d'autorité, rapports nécessaires, mais parfois difficiles avec les propriétaires, avec les responsables d'organismes. On a parlé aussi du logement sous l'angle du bien-être matériel, comme un espace pour les personnes qui se retrouvent en logement de protection, de sécurité. On a parlé beaucoup du thème de la sécurité. Dans un troisième temps, on a parlé du logement comme autour du bien-être émotionnel et relationnel, comme un espace d'intimité ou encore de cohabitation. Et finalement, des possibilités d'action à l'intérieur et à l'extérieur du logement. Aujourd'hui, vraiment, on va plus approfondir ces 2 dernières dimensions parce que nos entretiens avec les personnes accompagnées et aussi avec celles qui accompagnent, les intervenants, gestionnaires, nous ont permis de faire voir ces 2 facettes-là. Donc, il y a une facette aussi qui est de l'accompagnement résidentiel qui porte sur les façons d'habiter à l'extérieur aussi. Donc, comment s'insérer puis investir d'autres lieux que le logement, d'autres espaces, d'autres activités. Donc, c'est vraiment le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Ces pratiques-là, on peut les appeler soutien à la socialisation, soutien à l'intégration sociale, soutien à l'intégration dans la communauté. Et il y a 4 thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. D'abord, évidemment, on va mettre à l'avant-plan la parole des personnes accompagnées. Que disent les personnes des rapports sociaux qu'elles désirent avoir? Quels espaces de socialisation elles souhaitent investir? Quel sens prennent les relations sociales dans leur quotidien finalement? Et
comment ça s'inscrit aussi dans des perspectives d'avenir. Un premier thème. Après chaque thème, on va prendre une pause de quelques secondes. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, ça va nous faire plaisir. Donc, suite à ce deuxième thème-là, le deuxième thème va aborder davantage les défis de l'intégration sociale, défis qu'on a fait émerger sous deux angles. Un défi d'abord très personnel, celui des traumatismes vécus, des expériences difficiles dans la famille, dans les couples, dans l'entourage et comment ça peut influencer le développement de relations sociales et de socialisation lorsque les personnes font une transition en logement, par exemple. Deuxième défi d'ordre davantage social et systémique est celui de la reconnaissance des personnes, du regard souvent réducteur, stigmatisant qui peut être porté envers elles. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder plus en profondeur et toute la question de la reconnaissance. Un deuxième thème, on va ensuite prendre quelques-unes de vos questions. Ensuite, un troisième thème, celui des pratiques qui sont considérées comme porteuses par les personnes accompagnées pour les soutenir dans leur intégration sociale. On va parler évidemment de liens de confiance. Liens de confiance peut-être qui doit être encore plus solide que pour trouver et conserver un logement, mais vraiment pour aller vers l'extérieur, vers la socialisation. On va aussi parler de pratiques autour des espaces de socialisation contrôlés, où les personnes peuvent choisir la forme, la fréquence, le type de relations sociales dans lesquelles elles veulent s'engager. Et finalement, un dernier thème, c'est celui des conditions nécessaires et jugées favorables au développement et au maintien de telles pratiques d'intégration sociale. Ce que les intervenants nous en ont dit, ce que les gestionnaires nous en ont dit. Donc, on va parler de travail intersectoriel, de réseautage pour soutenir l'intégration sociale des personnes. On va aussi parler de comment reconnaître le savoir expérientiel des gens dans les pratiques et finalement, de la nécessaire conscientisation, du travail de conscientisation qui peuvent être faits pour mieux intégrer les personnes dans la sphère sociale. Donc, suite à cette présentation-là, puis avec les questions que vous allez amener, on va prendre un temps pour échanger. Christopher va ensuite faire écho à ces questions-là à partir d'autres expériences passées qu'on a eues comme équipe, entre autres le colloque national en itinérance et l'expérience du projet Chez Soi. Puis, on va garder un temps à la fin pour mettre ça en dialogue avec vous. Donc, sans plus tarder, le premier thème, celui de ce que nous disent les personnes accompagnées en matière de socialisation. Donc, d'abord, puis on l'a évoqué aussi dans le premier webinaire, toute la question des relations sociales et du sens que ça prend, tout comme la question du sens que peut prendre le logement, mais ça dépend beaucoup de la présence ou l'absence d'autres personnes dans le logement. Ce qu'on s'est rendu compte parmi les participants rencontrés, c'est qu'il y a deux cas de figure principaux, soit une vie en grand groupe, donc par exemple des gens qui ont vécu ou qui vivent dans des hébergements collectifs, soit une vie plutôt solitaire ou même très solitaire, ce qui est le cas de la plupart des personnes qu'on a rencontrées qui étaient dans un logement autonome. Ça fait ressortir que d'autres façons d'habiter pour les personnes accompagnées, habiter en couple par exemple, en famille au sens large, en colocation, sont assez peu présentes. C'est des modes d'habiter qu'on n'a pas beaucoup rencontrés parmi les personnes accompagnées. Par contre, certaines personnes, par exemple les parents monoparentaux ou une participante qui habitait avec sa mère faisait figure d'exception. Donc, évidemment, la présence ou l'absence de d'autres personnes dans le logement va teinter le rapport aux relations sociales, à la socialisation. Souvent, ce qu'on a entendu, c'est que les participants qui se retrouvent en logement après avoir été soit dans la rue ou soit en hébergement collectif apprécient beaucoup la solitude, particulièrement dans les premiers temps. Plusieurs nous ont dit vouloir contrôler qui a accès au logement. Pas vouloir commencer, par exemple, en citant un participant à se tenir chez quelqu'un ou quelqu'un se tienne ici, qu'il y ait moins de monde qui savent où est-ce que je reste, c'est pas mal mieux ici. Et pour plusieurs, quand je me retrouve tout seul chez nous, ben, c'est un cadeau. Nous avons beaucoup parlé dans le premier webinaire des notions de sécurité et d'insécurité dans le logement. Donc, sécurité physique, matérielle, évidemment, que procure l'espace du logement. Aussi, ce qui peut devenir une source d'insécurité symbolique à cause d'expériences négatives vécues dans un logement. Mais aussi insécurité financière, sécurité ou insécurité alimentaire et face à l'avenir et une certaine incertitude qui peut s'installer.
On peut maintenant, dans ce webinaire-ci, mettre cette notion-là en contraste avec celle de solitude. Si on peut être bien seul, le besoin de sécurité peut amener certaines personnes à s'isoler et finalement à se sentir seules au point de devoir absolument sortir du logement et à ne plus être bien dans cette solitude-là. Toute intervention autour de la sphère sociale doit donc nécessairement tenir compte du rapport des fois ambigu entre solitude et besoin de sécurité, besoin de protection. Pour plusieurs participants, ce qui a été mentionné, c'est que oui, socialiser, c'est important et c'est souvent encouragé par beaucoup d'intervenants, mais pour ça, il faut se sentir en sécurité et en confiance. Dans les mots d'une personne rencontrée, il me faut une socialisation, mais de surface. Parce que quand je viens plus profond dans la vie des autres, je trouve que la plupart du temps, soit qu'ils sont hypocrites ou trop de choses négatives, fait que j'aime mieux rester à la surface, ne pas trop creuser, puis avoir ma vie à moi. On peut donc vouloir socialiser plutôt de loin, surtout en début de transition. La notion de le temps qui s'est écoulé depuis une transition en logement, ça compte. Après un certain temps, par contre, la sécurité retrouvée peut amener les personnes en contrepoids à un désir plus d'intimité, de solitude, de protection, à vouloir établir des relations sociales significatives. Et ça peut être avec des personnes qui étaient présentes dans leur vie avant la transition. Donc, certaines personnes, pas toutes, pas du tout, il y a un certain nombre de participants qui n'ont plus de contact avec les membres de leur famille, peuvent ne plus avoir de contact avec des amis, surtout des personnes qui étaient peut-être présentes pendant leur situation d'itinérance ou liées à certains milieux, des milieux de consommation, par exemple. Donc, on peut vouloir couper les ponts dans certains cas. Mais d'autres et plusieurs veulent garder contact avec certaines des personnes qui étaient présentes dans leur vie avant. Des membres de famille, des enfants, des ex-conjoints. Et pour certains, avoir son propre logement permet d'ouvrir cet espace relationnel-là, accueillir des membres de la famille chez soi. Un homme nous parle non seulement de son bonheur de se retrouver seul en logement, de vivre des moments de solitude qu'il apprécie, mais aussi de pouvoir recevoir son fils lors des fins de semaine, sa fille, son petit-fils à d'autres moments. Une autre femme nous raconte comment sa famille ne voulait pas lui parler quand elle était dans la rue et qu'elle consommait, mais sa famille ne l'a jamais mise de côté par rapport à sa santé mentale. Elle dit, j'entends parler souvent des cas qui ont des problèmes de santé mentale qui ont été rejetés par leur famille. Elle se considère chanceuse et on comprend qu'elle peut recevoir ces gens-là dans son logement. Pour d'autres, il y a une ambiguïté très forte dans ces relations-là, des relations qui étaient présentes avant, mais qui peuvent avoir été marquées par la violence. On va en parler davantage dans le thème suivant. Ce sont des relations avec des personnes familières, donc ce n'est pas des relations inconnues. Donc ça peut sécuriser de s'engager avec des personnes qui sont connues. Mais ces relations-là peuvent, dans le passé, avoir été vécues comme pas tellement sécuritaires. Donc, il y a une ambivalence qui s'installe, dont il faut tenir compte entre un besoin de protection et aussi le désir de rétablir des liens qui ont été significatifs. En fonction du contexte où vivent les participants, du contexte de vie, il peut y avoir des règles aussi associées au logement qui peuvent permettre ou non de recevoir les gens chez soi. Pas toujours pouvoir recevoir des personnes à coucher pour souper. Donc, évidemment, il y a certains types de logements autonomes qui présentent des avantages de ce point de vue-là. Que ce soit avec des personnes présentes dans leur vie depuis longtemps ou des nouvelles personnes, après un certain temps, la plupart des gens nous mentionnent un désir de sortir du logement pour socialiser. Il y a différents lieux qui sont utilisés pour répondre à ce besoin-là et souvent en dehors du logement. Les lieux les plus souvent évoqués, les centres de jour, les centres d'employabilité, des activités collectives offertes par les organismes communautaires, des activités de bénévolat. Peu importe le lieu, pour certains, si les liens qui étaient présents dans le passé sont perdus, ça peut être très difficile et un grand défi de rebâtir la vie sociale. Je finis ce thème-là dans les mots d'un participant qui nous dit « C'est quelque chose, c'est un gros morceau, ça, la vie sociale. Quand tu perds toute ta vie sociale, puis il faut que tu t'en rebâtisses une autre. J'irais même plus loin, c'est dans le domaine presque de l'impossibilité. Tu peux renouer des liens, mais tu sais, c'est élevé, là, ça. Je te dirais que c'est la chose la plus difficile à laquelle j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant. » Qu'est-ce qui rend les choses aussi difficiles? On va l'aborder dans la deuxième section, mais deuxième thème, les défis de l'intégration sociale et dans la communauté. Donc, il y a des besoins relationnels dont on a parlé, des besoins de solitude, des besoins de socialisation et des réflexions sur ces besoins-là marqués par l'ambiguïté. Ça nous amène à identifier deux grands défis. Donc, évidemment, il y en a d'autres, mais ce sont les plus saillants, ceux qui sont ressortis
le plus clairement des entrevues avec les personnes rencontrées. Le premier, c'est l'ordre des expériences négatives et même traumatisantes, racontées par plusieurs personnes, vécues avec la famille, parfois depuis l'enfance, dans les rapports avec des amis ou au sein d'un couple. Au cœur de ce défi, je pense que c'est important de mentionner que les rapports de genre sont omniprésents. Plusieurs femmes nous mentionnant ayant été confrontées aux comportements violents des hommes à leur égard, parfois retrouvant du soutien de la part d'autres femmes. Il y a des histoires de familles, de couples qui occupent une place centrale dans plusieurs trajectoires, des conjoints violents qui ressurgissent dans les entretiens, beaucoup de traumas non résolus qui peuvent affecter négativement la capacité de bâtir des relations positives. Par exemple, une femme nous dit craindre de reproduire avec sa propre fille le rejet qu'elle a vécu de la part de son père. Je me rends compte que les blessures avec mon père, tu sais, mon père, il m'a pas battu, il m'a juste mal aimé. Tout ça, c'est relié. Tu sais, je me rends compte que ce que j'ai vécu avec mon père, je l'ai reproduit avec ma fille. Donc, elle ramène ça à l'avant-plan pour parler du désir, oui, de poursuivre des relations avec sa fille, mais des défis, des difficultés que ça pose dans la réalité au quotidien pour elle. Donc, évidemment, pour tout le monde, les relations passées peuvent avoir une grande place dans nos relations actuelles puis nos capacités à nous engager avec les autres. Mais ce qui ressort, c'est que les femmes rencontrées, entre autres, témoignent de plusieurs événements particulièrement difficiles, tentatives de meurtre par un conjoint violent, agression sexuelle, agression armée grave, abus physiques, négligence psychologique, abandon. Donc, dans plusieurs des cas, les rapports avec la famille, entre autres, restent profondément ambigus. On a rencontré des gens pour qui les liens affectifs sont maintenus. Il y a des membres de famille qui peuvent être disponibles pour apporter de l'aide aux besoins, même offrir des possibilités d'hébergement dans l'urgence. Mais ces rapports-là peuvent coexister aussi avec des souvenirs d'événements traumatisants, des ruptures, des négligences et, dans certains cas, des bons moments aussi passés à certaines périodes de la vie. Donc, c'est pour le premier défi. On va en parler dans les pratiques. Là, ça va teinter les pratiques d'accompagnement qui sont porteuses de sens. Le deuxième défi, lui, il n'est pas dans cette sphère intime et familiale, mais plutôt dans les rapports que les gens vont entretenir avec la communauté de façon plus générale et surtout avec les services publics, différents services reçus. C'est des rapports souvent réducteurs, discriminatoires, ils peuvent avoir vécu presque tout au long de leur vie, dans certains cas, pour une portion de leur vie dans d'autres cas, et souvent qu'elles vivent encore. Donc, il y a une femme qui évoque ce défi de façon vraiment très claire et imagée face à la société de façon plus générale, où il y a différentes catégories de monde dans ces mots. Quand tu viens au milieu du jour ici, tout le monde est comme tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau, comme on dit. Fait qu'au fur et à mesure que tu parles aux gens, aux personnes, bien sûr, il se crée un lien. Là, tu les rencontres, c'est plaisant, tu n'as pas peur de parler. Des fois, tu échanges tes problèmes. Tu sais que tu ne te feras pas juger parce qu'on est tous dans le même bateau. Dans la société, il y a différentes catégories de monde. Je me suis rendu compte de ça. Donc, pour elle, la socialisation, c'est facilité par une certaine proximité, le fait d'être avec la catégorie comme nous autres, plutôt qu'avec des personnes qui ont une autre allure. Elle nous dit, il y a la catégorie comme nous autres, puis on se rend compte, mettons, nous autres, on va rencontrer quelqu'un, mettons, des personnes qui travaillent, qui ont un bon emploi. Tu vois qu'ils sont habillés autrement, l'allure, le mouvement. Tu sais, ils te regarderont pas. C'est pas comme eux autres. Ah, toi, t'es pas dans ma catégorie. Puis tu as la catégorie qu'il y en a qui ont plus de difficultés que nous autres. Il y en a que c'est la drogue. Ça, c'est une autre catégorie de monde. D'un autre côté, il y aurait des personnes qui ont des bons emplois et qui vont nous parler. Donc, elles parlent du monde qui vont avoir un bon emploi, qui vont se lier d'amitié avec les autres catégories. Ça, je l'ai remarqué. Il y aurait aussi ceux qui ont des bons emplois, mais avec qui les liens sont difficiles à établir. Par exemple, la personne du CLSC qui t'accueille, avec son petit complet, sa cravate puis son nœud papillon, qui a l'air de gagner 95 000 par année. Quand t'en gagnes 6 000, t'as l'impression qu'elle n'a pas la compassion pour t'accueillir dans ce que tu vis. Donc, ces rapports-là difficiles avec la communauté de façon générale, avec les services qui peuvent être demandés ou reçus, ça doit être pris en compte dans l'accompagnement résidentiel. Ça complique nécessairement les choses parce que ça crée un besoin d'agir sur plusieurs fronts pour les intervenantes et les intervenants, autant dans la sphère très émotionnelle et intime que dans la sphère sociale et face aux préjugés portés sur les personnes accompagnées. Donc, ça fait le tour des deux grands défis qui ont émergé dans les désirs des personnes, face aux désirs des personnes de s'insérer dans différents lieux.
Deuxième thème, des pratiques jugées porteuses par des personnes. Donc, devant ces rapports sociaux ambigus, le désir de socialiser, le désir de solitude, mais aussi les défis qui sont de l'ordre de la reconnaissance, mais aussi de vivre avec les expériences passées. Les liens d'accompagnement qui sont évalués positivement par les personnes se déclinent vraiment autour des notions de confiance et de reconnaissance. Dans un premier temps, la première pratique qui semble émerger, et puis ça, on aura l'occasion de l'aborder de façon plus spécifique le 28 juin lors du webinaire sur les traumas et leur impact dans les récits des personnes rencontrées. Il y a toute l'idée d'une approche qui semble sensible au trauma. Donc, sans nommer l'approche ainsi, les personnes accompagnées par d'éléments clés dans les relations établies avec une ou plusieurs intervenantes, un ou plusieurs intervenants. Par exemple, une femme qui est dans un contexte où elle vit les conséquences négatives de rapports violents vécus récemment et tout au long de sa vie, elle entre dans une relation de stabilisation résidentielle avec accompagnement et c'est comme une sorte d'inversement de ce qu'elle a vécu avant. La figure centrale de cet inversement-là, de cet accompagnement-là, c'est l'intervenante qui l'écoute, la croit sur parole, la conseille, planifie sa semaine avec elle, connaît son histoire et l'aide à prendre ses décisions. Ça semble assez clair que le rôle des personnes, d'une personne ou des personnes qui accompagnent, c'est assez central pour rebâtir la vie sociale. La rupture avec le passé, pour plusieurs, veut dire refaire confiance à autrui, s'ouvrir, selon le témoignage d'une des personnes rencontrées. Et l'accompagnement, ça peut devenir un déclencheur d'avoir cette relation d'ouverture et de confiance. J'ai eu confiance à un autre être humain, à un travailleur de rue. Ça a commencé à ouvrir un peu comme ça. J'ai changé de région, je suis venue ici, je me suis rouvert. J'ai comme le muscle de la confiance qui a commencé à travailler un peu. C'est pas que ça fait mal, mais j'avais un muscle, ça fait mal au début. Puis là, j'ai ouvert avec cette personne-là. Donc, toute la notion d'une confiance qui s'inscrit dans le temps et qui, dans un premier temps, permet de trouver, de conserver un logement et, dans un deuxième temps, d'aller plus loin, en fait. D'aller plus loin pour investir des espaces de socialisation différents au-delà du logement. Donc, une première pratique. Du point de vue des personnes accompagnées, le rôle des intervenants, des équipes et des organismes face à la stigmatisation et la discrimination, donc le deuxième défi dont on parlait, on ne le voit pas de façon directe, mais plutôt un rôle de création d'espaces de socialisation sécuritaires où les gens se sentent reconnus, se sentent en confiance. Ainsi, il y a une majorité des participants qu'on a rencontrés qui utilisent les ressources communautaires de jour, qui les apprécient. La participation à ces activités-là permet, évidemment, d'améliorer leurs conditions matérielles de vie, puisqu'elles ont accès à repas, transport, des choses comme ça, mais surtout à à un espace de socialisation contrôlé, où elles peuvent choisir, puis ajuster la forme, la fréquence des relations sociales qu'elles entretiennent. Par exemple, une femme nous dit « ça m'a beaucoup aidé mentalement d'avoir des sorties ». Parce que sur le bien-être social, on ne peut pas sortir comme on veut. Ça vient nous aider à combattre un peu la pauvreté puis dire moi, je suis dans la maison puis je fais jamais rien. Fait que non, là, j'ai une sortie demain, je m'en vais au pas. Ah, il y a un party de Noël à Noël. Ils font ça, la cabane à sucre, on va avoir du fun, on va avoir un repas comme en famille. Tu sais, fait que j'y vais, moi. J'y vais, je manque pas les sorties, je les fais toutes. Un autre espace de cette socialisation contrôlée qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est l'idée de bénévolat, qui peut répondre aux besoins de s'occuper, mais aussi de se rendre utile une fois qu'on se sent plus stable, plus en sécurité. Un homme nous raconte comment, dans la journée précédente l'entrevue, il a été chez une personne que je te disais pour lui faire son lavage. Puis hier après-midi, j'ai été aider une dame. Je fais beaucoup de bénévolat dans les HLM. J'ai été aider une autre dame qui a 92-93 ans. Elle est assez âgée, fait que elle aussi, je vais lui donner un petit coup de main. Tu sais, elle, c'est pas long. Des fois, je suis là, mais ça m'apporte, je pense, bien plus que je leur apporte à eux autres. C'est important de souligner que les espaces d'intégration dans la communauté, que ce soit des activités collectives dans les organismes communautaires, que ce soit des activités de bénévolat ou même d'employabilité, ne sont pas toujours vécues de façon positive non plus. Il y a une femme qui nous parle de son expérience dans une cuisine collective où il ne comprenait pas, dans ses mots, mon problème de santé mentale. Donc, les espaces de socialisation ne sont pas automatiquement inclusifs et sécuritaires. Il y a un travail de modelage, je peux dire, où ça doit être créé, ça ne se fait pas automatiquement. Et encore là, ça peut ne pas répondre aux besoins
de tous selon leurs caractéristiques. Donc, je dirais que ça fait un peu le tour en termes des pratiques qui ont émergé de façon saillante. Merci. On s'excuse, il paraît qu'il y a eu un petit peu de coupure là, dans le son. Si jamais vous avez manqué d'informations, juste pour vous dire que ce qui est dit aujourd'hui va être disponible en ligne éventuellement aussi, donc n'ayez pas peur là, si vous manquez quelques petits bouts de paroles de Laurence. Peut-être qu'on peut enchaîner avec le quatrième thème tout de suite. Oui. Donc, le quatrième et dernier thème, les conditions jugées nécessaires et favorables au développement et au maintien de ces pratiques d'intégration sociale. Donc là, j'ai parlé beaucoup. Je pense que c'est important de ramener l'idée même de l'intégration sociale, l'intégration communautaire, des relations sociales. C'est reconnu comme un principe important dans l'accompagnement des personnes sans domicile ou qui sont à risque de l'être. Quelle que soit l'approche utilisée, on a rencontré pas mal d'intervenants, d'intervenantes qui ont mis de l'avant ce principe-là d'intégration sociale, d'amener les gens à socialiser. Que ce soit une approche logement d'abord, SRA, logement social avec soutien communautaire, c'est quelque chose qui est souvent mis de l'avant. Ça nous a quand même amené à nous poser la question jusqu'où on peut pousser ce concept-là. Oui, les personnes parlent très positivement. Autant les personnes accompagnées que celles qui accompagnent, les intervenantes, les intervenants, parlent très positivement des centres de jour, par exemple, des autres lieux offerts par le milieu communautaire, des autres activités offertes par le milieu communautaire. Mais comme on l'a mentionné, ces lieux-là ne peuvent pas répondre à l'ensemble des besoins exprimés par les personnes. En termes de reconnaissance et de lutte à la stigmatisation, entre autres, on remarque l'absence de lieux favorisant la mixité sociale où des personnes de différents groupes vont être amenées à se côtoyer, à interagir. On remarque également l'absence de lieux permettant la cohabitation en couple, par exemple, l'actualisation d'une vie amoureuse, d'une vie familiale riche. C'est des choses qui n'étaient pas très présentes dans les témoignages et dans les discours des personnes rencontrées. Ça nous amène au problème de la portée presque infinie de cette idée de soutenir l'intégration sociale, de soutenir l'intégration communautaire. Donc, comment se positionner face à ça, comme équipe, comme organisme, comme intervenante ou intervenant. Il y a certaines conditions qui semblent nécessaires dans nos rencontres avec les personnes qui accompagnent, entre autres, dans les entretiens individuels avec ces personnes-là, dans les focus group, on a parlé de la nécessité du réseautage, du travail intersectoriel pour bâtir une certaine forme de cercle d'intégration sociale autour des personnes accompagnées. Par exemple, les centres de jour, mais aussi les liens avec le réseau de santé et de services sociaux, des organismes qui offrent un hébergement d'urgence seraient complémentaires au travail d'accompagnement résidentiel. Par exemple, une intervenante nous dit, est-ce qu'on peut lui donner un lit d'urgence? Regarde, on vient d'aller chez le médecin, la médication commence, est-ce qu'on peut lui donner un toit d'urgence? Ça m'a donné un petit recul, une petite soupape, puis les collègues à ce moment-là apportent de l'aide aussi en même temps au centre de jour. C'est une façon pour l'accompagnement de devenir plus intensif, de répondre à différents besoins autour de l'intégration sociale. Plusieurs nous ont dit qu'ils n'osent pas imaginer ce que serait l'accompagnement sans le soutien des centres de jour dans leur région, par exemple. Le besoin de créer des ponts avec d'autres organismes, ça a été soulevé à plusieurs reprises comme une condition nécessaire. Et un autre avantage de ces partenariats puis ce réseautage, c'est aussi de contribuer à l'enrichissement des expertises et des connaissances des intervenants et donc diminuer aussi une certaine forme de solitude qui peut être vécue par les personnes qui accompagnent, qui peuvent se retrouver seules finalement avec ce défi de l'intégration sociale. Première condition. Une deuxième condition, c'est d'intégrer davantage les personnes accompagnées dans le fonctionnement d'une équipe ou d'un organisme lui-même. Quelqu'un qui nous dit, nous, on a la distribution alimentaire, le camion arrive de Moisson, on pense Moisson Montréal ou Québec ou autre, le lundi, les gens vont nous aider à porter les boîtes, à les ouvrir, il y en a qui ont des travaux. Pour la vie collective, l'aspect citoyen se concrétise comme ça aussi, l'entraide. En faisant ça, on est dans un processus de réinsertion. D'autres organismes, d'autres équipes expriment le souhait d'intégrer des parents aidants. On aimerait ça mettre de l'avant les parents aidants. Ça fait un bout qu'on y pense. Puis on aimerait ça mettre en place. Les gens aiment beaucoup redonner. On aimerait ça leur faire une réelle place. En lisant ça ou en écoutant ça, on comprend qu'il s'agit d'une pratique qui est parfois actualisée, donc parfois vraiment mise en œuvre dans les équipes ou les organismes, mais parfois qui reste une pratique à développer.
Donc, à ce sujet-là, on a bien entendu l'importance d'espaces de dialogue, de formation. Donc, ça peut être une question qui vous est adressée, en fait, des espaces de dialogue ou des organismes ou équipes qui ont bien développé ces pratiques-là, qui permettent d'intégrer le savoir expérientiel des personnes, leur expérience dans les pratiques. Comment est-ce que ça peut s'insérer dans le fonctionnement d'un organisme? Puis peut-être que ça pourrait être des organismes qui sont plus en stade de développement à rendre réelles ces pratiques-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien entendu, comment mettre ça en œuvre. Et finalement, je dirais la dernière condition, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent, qui mettent l'accent sur les relations, non seulement avec les personnes accompagnées, donc pas seulement la relation d'aide, mais aussi les relations avec la population de façon plus large, en termes de ce qu'on appelle de conscientisation. On peut se poser en tant qu'éveilleur de conscience. Évidemment, ça fait écho à ce qui a été dit par les personnes dans les défis autour de la stigmatisation et de l'exclusion. Les personnes qui accompagnent considèrent que ça fait aussi partie de leur rôle de prendre position pour la défense des droits des personnes, militer pour faire reconnaître leur histoire, lever le voile sur ce phénomène-là pour en informer la population. Finalement, l'idée de sensibiliser la population que personne n'est à l'abri de ces choses-là. On a une intervenante qui insiste sur le fait de se responsabiliser à la fois en tant que citoyenne et en tant qu'intervenante. C'est à conscientiser dans la collectivité, à faire prendre conscience, oui, à nos décideurs, mais à la population générale, aussi autant qu'à ma famille proche. On a tous un rôle à faire là-dedans. Comment faire croire à une population qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide, qui se retrouvent en situation d'itinérance. Nos décideurs nous envoient comme message, si tu étais plus travaillant, tu aurais droit à tous les avantages que les autres ont aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour conscientiser les gens collectivement et revenir à un collectif. Donc, encore une fois, l'actualisation de ces principes-là de conscientisation, de reconnaissance peut se faire à différents degrés en pratique. Et c'est là, je pense, que la possibilité d'échanger sur le comment entre organismes et entre équipes devient assez cruciale. Donc, finalement, une troisième condition qui est nécessaire pour arriver à réaliser l'intégration sociale des personnes. Donc, ça fait le tour pour moi pour ce thème-là. Je ne sais pas si on a Merci, Laurence. Des questions. On n'a pas de questions pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez, on pourrait prendre un petit 30 secondes pour voir si vous permettre le temps d'écrire commentaires, questions, réactions, réactions, réflexions, peu importe, sur l'ensemble de ce qui vient d'être présenté. L'idée, c'est aussi de mettre en dialogue les témoignages des personnes. Donc, si ça fait écho à certaines des pratiques que vous avez développées dans vos milieux, n'hésitez pas à nous les transmettre puis à mettre ça en dialogue. Je ne sais pas si mes collègues ont des réactions. Sinon, est-ce que Christopher, tu as réaction? Oui, je pourrais peut-être enchaîner aussi avec les autres sources de données que nous avons à notre disposition, donc Projet Chez Soi à Montréal et puis le colloque national en itinérance, donc que nous avons mentionné avant. Donc Projet Chez Soi à Montréal, donc il y a des documents disponibles sur notre site web. Colloque national, donc on a mis en ligne donc le document que j'ai préparé à partir des présentations intervenant en note d'atelier et tous les débats qui ont eu lieu. Donc, cette question relationnelle, solitude, et je pense que c'est une question évidemment très centrale. Dans le projet Chez Soi, donc on a fait nos entrevues début du projet, 18 mois, 48 mois, donc après le début de ce projet-là, pour rencontrer les personnes. Pas vraiment de surprise, mais une des choses peut-être les plus frappantes dans les premières entrevues, c'est que les gens parlaient moins, d'une certaine manière, des conditions matérielles d'existence, des problèmes, donc d'avoir accès à un logement, accès à la bouffe, par exemple, et ce qui était présent quand même dans les entrevues, mais c'était comme si le plus important était beaucoup le sentiment de ne pas exister aux yeux des autres, de passer un peu comme, pas invisible, mais d'avoir le sentiment d'avoir perdu un peu sa reconnaissance en tant qu'être humain. Et ça ressort ça ressort beaucoup dans les entrevues Chez Soi.
Et ça ressort aussi dans les entrevues qu'on avait fait dans ce projet-ci, SRA également. Et moi, je trouve que c'est assez fascinant parce qu'il y a une réflexion dans les entrevues sur le sens de l'égalité. Souvent, on se pose beaucoup de questions sur l'égalité, puis évidemment, la première perception qui revient à l'esprit, c'est l'égalité de revenus, en tout cas les inégalités de revenus, puis c'est clair que c'est absolument central dans une société inégalitaire. Mais ce qui est central dans les entrevues, c'est la perception d'être traité comme un égal. Laurence parlait tout à l'heure des pratiques prometteuses ou des pratiques porteuses, mais on pourrait dire aussi ce qu'on apprécie dans l'accompagnement, l'intervention dans les organismes, cette idée-là d'être traité comme l'égal en termes de valeur, en tant qu'être humain, c'est assez central. Et le terme égalité est utilisé aussi par les personnes. C'est comme si les personnes savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'égalité. Nous, on peut en parler longtemps, on peut se questionner longtemps. Bon, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Mais en tout cas, c'est souvent assez clair. Donc, premier, c'est pas vraiment surprise, mais constat, projet chez soi, je pense que c'est important ici. Être traité comme un égal et le sentiment d'exister aux yeux des autres. Et puis, effectivement, là, on retrouve à la fois dans notre projet ici, puis le projet chez soi, toute la question d'avoir perdu contact avec ses enfants, par exemple. C'est très central. Donc, grande majorité des femmes projetées chez soi ont des enfants, 80% à peu près, la moitié des hommes ont des enfants aussi. Souvent, on n'a plus de contact avec ces enfants-là, puis ça se comprend. Donc, c'est en termes identitaires, donc, ce sont des personnes qui se considèrent comme des pères, comme des mères. Ils ne sont pas perçus comme ça dans les yeux des autres. Alors, déjà, il y a une sorte de déni d'identité. Et c'est le cas de la question relationnelle, le cas de l'existence finalement sociale. Et c'est clair que quand ça a fonctionné pour certains groupes, donc projet chez soi, après 18 mois qu'on les a re-rencontrés, quand ça fonctionnait bien, mais ça voulait dire souvent, oui, bien sûr, bon, j'ai un logement, je suis protégé, si tu veux, sécurité matérielle jusqu'à un certain point, et tout ce qui va avec, si tu veux, puis, mais il y a beaucoup ce rapport aux autres qui est en jeu, le fait de ne plus avoir honte face à la famille, par exemple. Et on a vu tout à l'heure l'idée de pouvoir inviter son fils ou sa fille à son logement, mais c'était qu'auparavant, donc on ne pouvait pas, non seulement ça, on avait honte et puis on ne pouvait pas les contacter souvent. Donc. Alors l'idée, Laurence a parlé de ces espaces relationnels, le logement comme un espace relationnel, je pense que c'est important de le concevoir comme ça. Pas juste les logements, mais comme tu as dit tout à l'heure, les organismes communautaires, c'est pas juste des murs et des briques et des fenêtres, c'est un espace où les gens vivent, où c'est possible d'avoir une vie de couple, chez soi encore, c'est des gens qui ne pouvaient pas avoir une vie de couple parce qu'il n'y avait pas de logement. Et c'est comme si on sous-estime cette dimension sociale du logement. C'est comme si on le voit juste comme une sorte de quelque chose, un objet concret. Et là, la question de rapport à soi, si tu veux, solitude, ça peut être un problème. Et comme tu as dit aussi, ça peut être cadeau. Ça peut être un cadeau. Projet chez soi, on va voir la même chose. C'est quelqu'un qui va dire que là, je m'assois, je suis devant ma fenêtre, j'ai ma machine à coudre et tout ça, vraiment. On sent la personne qui, non seulement a la possibilité d'inviter d'autrui chez lui, mais aussi a la capacité de se réapproprier soi-même d'une certaine manière. Et puis quand on est dans un refuge ou dans la rue, finalement, cette autre dimension de la solitude comme cadeau est très présente. Il y aurait beaucoup de choses à dire, puis l'autre chose que je dirais, je voulais qu'on revenir là-dessus, tu en as parlé un petit peu, mais on retrouve aussi cette question de solitude et de socialisation chez les intervenants eux-mêmes, c'est des accompagnateurs. Souvent, une personne devient très importante dans la vie de la personne accompagnée et devient, on va appeler comme dans notre projet SRA, mon grand frère, par exemple. On parlait de l'intervenant comme mon grand frère. Donc, ça en dit tout pour des gens, pour les rapports avec la famille ont été difficiles. Mais en même temps, on se pose des questions, nous avons posé des questions, mais ce grand frère, que devient-il dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, est-ce pour lui, maintenir cette relation-là, c'est pas forcément évident sur le plan de l'investissement émotif, de l'investissement de temps. Chez les intervenants, cette question de se retrouver un peu tout seul, en fait, devant des relations qui sont à la fois
humainement très, très riche, parfois très questionnant, parfois assez accaparant. Et toute la question de la solitude de la personne qui accompagne face à dans cette relation. Et ça soulève la question des rapports, les rapports aussi avec les gens qui travaillent, les gens qui encadrent, etc. J'ai envie de t'interrompre, oui, à ce moment, parce qu'on a une question, puis elle est un peu en lien à ce que justement tu soulèves actuellement. On a une question de, donc, Madame Lola Vives qui dit, ici, donc, comment la relation d'accompagnement peut-elle favoriser et en même temps entraver la socialisation auprès d'autres personnes? Elle prend l'exemple en France, il y a une mise en œuvre d'un programme, un chez soi d'abord, dans laquelle la relation d'accompagnement entre les professionnels et les personnes constitue parfois une relation sociale très forte, comme tu as mentionné, mais qui peut conduire à des liens de dépendance. Donc, sa question de dire, est-ce qu'à la fois elle peut favoriser et en même temps entraver la socialisation? Puis, OK. Je vous laisserai peut-être passer en lien avec ce titre. Moi, je pense qu'il y a deux... en tout cas, j'ai trouvé deux réponses spontanément. Est-ce que je vais me souvenir des deux réponses que je vais apporter? Mais je pense que ce que Laurence a dit tout à l'heure, donc on a des cas dans notre projet SRA de quelqu'un qui, peut-être par choix, peut-être pour des raisons contextuelles, a une diversité de personnes qui l'accompagnent. Et en même temps, qui a accès à des milieux aussi, des centres de jour où il y a une diversité de gens autour de la personne. Alors là, on pourrait dire qu'on défait un peu cette trop dépendance vis-à-vis d'une personne, de cette manière. Mais on a d'autres exemples, effectivement, où la personne prend énormément d'espace, la personne qui accompagne, et puis jusqu'à tel point qu'on nous sommes demandé dans l'équipe, est-ce que c'est au péril de sa propre santé, finalement, de la personne accompagnatrice, donc le charge qui est assumé. Moi, je dirais que dans le projet chez soi, par rapport à cette question, le travail en équipe, des équipes de suivi, il y avait une sorte d'approche collective dès le départ, donc parce que c'est des réseaux publics aussi, avec des professionnels qui travaillent ensemble, qui partagent un peu l'accompagnement. Donc il n'y avait pas cette dépendance, si on veut, exclusive sur une personne nécessairement, avec une équipe de suivi de logement qui est une autre équipe. Et puis, deuxièmement, dans l'équipe de suivi, on a beaucoup travaillé sur les activités de socialisation, des sorties. Par exemple, il y a une femme dans le projet chez soi où l'équipe qui accompagnait, elle a beaucoup encouragé à sortir, aller avec d'autres femmes à la piscine, par exemple. Il y avait des sorties. Donc, il y avait une sorte de souci de préparer finalement peut-être la fin du projet, en tout cas, c'était un enjeu dans le cadre de ce projet-là, mais quand même préparer la suite, aider les gens à construire. Et les contacts avec les familles qui ont beaucoup augmenté, dans les faits. Mais c'est aussi parce que les équipes les ont encouragés, les ont jusqu'à un certain point permis pour les accompagner. Je ne sais pas si Laurence... Ben oui, tout à fait. Je pense que le mot, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est l'idée du travail d'équipe. Donc, l'importance d'avoir une équipe, pas seulement parce que, évidemment, ça donne une forme de soutien aux intervenants, mais aussi, c'est l'idée, si on revient à cette notion centrale pour les personnes de confiance et de sécurité, en ayant plusieurs personnes qui se montrent dignes de confiance, ça élimine peut-être cette relation de dépendance qui est potentielle. Donc, l'idée de démultiplier les personnes qui se montrent dignes de confiance et qui peuvent, oui, significatives, exactement. Donc, ça montre qu'en fait, la personne peut aller ailleurs et qu'il n'y a pas une seule personne qui devient centrale. L'autre élément, je dirais, c'est peut-être qu'il faut être prudent aussi avec la notion de temps. Je pense des fois, puis pour l'avoir entendu dans d'autres contextes, par exemple des équipes de suivi intensif dans le milieu ou des équipes de suivi d'intensité variable, il y a souvent cette préoccupation de la dépendance à l'intervenante ou à l'intervenant, c'est souvent en effet à l'intervenante. Et je pense qu'il faut se laisser un certain temps où la préoccupation centrale ne doit pas être la dépendance, mais plutôt la confiance puis la capacité d'établir vraiment un lien sécuritaire. Ça me semble crucial puis au fondement même de la relation. Tu veux ajouter quelque chose? Je trouve que c'est une question vraiment fondamentale parce que nous nous sommes questionnés beaucoup dans l'équipe
sur ces liens qui se créent pour des personnes qui n'ont pas vraiment souvent pu avoir ce type de lien. Parfois, c'est une enfance qui n'avait pas permis de développer ce type de lien à quelqu'un, un lien de proximité, un lien de soutien émotif, un lien de reconnaissance, d'attachement. C'est quand même, tu as parlé d'ambiguïté tout à l'heure, donc il y a une ambiguïté là-dedans. Ici, je vais faire le colloque national, donc il y avait des ateliers, on a beaucoup débattu ces questions de la création de liens. Et comment la première phase pour beaucoup de gens, c'est de construire tranquillement cette création de liens. Pour des gens qui, comme on a vu tout à l'heure, n'ont pas de confiance dans d'autres êtres humains pour des très bonnes raisons, parce qu'ils ont été abusés, par exemple. Ça prend parfois beaucoup de temps. Et puis au colloque national, on a parlé de toutes sortes de techniques pour construire ces liens de confiance-là, par exemple art-thérapie ou d'autres. Et qu'éventuellement, puis on a vu ça dans le projet chez soi, oui, c'est possible donc, de créer ce lien. Mais si on se met à la position des personnes qui, pour une fois dans leur vie, dans le fait, ont pu profiter de ce type de lien-là, l'idée que ce lien-là peut graduellement se disparaître, c'est quand même go, hein, c'est quand même... et pour le projet chez soi, pour des personnes qui avaient des besoins élevés, par exemple, en santé mentale, quand on les a rencontrés en 48 mois, donc on ressentait beaucoup ce deuil hein, des liens qui se sont constitués pendant le projet, qui est un certain retour pour certaines personnes, donc en situation auparavant. Puis ça qui nous a amené à dire dans ce projet-là que pour certains profils de la population, on parle quand même d'un accompagnement à long terme. Et ça soulève encore la question qui a été soulevée tout à l'heure. Oui, accompagnement à long terme, mais de la part de qui? Donc, je pense qu'on reste sur une question. Oui, puis à long terme et sur combien de temps? Quand on parle d'organisation ou d'équipes qui ont un mandat quand même limité dans le temps, mais ça soulève ces questions-là, oui. Donc, en termes de gouvernance, de financement, ça soulève ces questions-là. Entre autres, d'une portion de la population qui peut nécessiter un accompagnement à très long terme. Dans la coformation, ça a été nommé, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement à vie? Sans doute, même si c'est une petite part de la population. Et qu'est-ce que ça implique pour nos services? Donc, c'est vraiment une question cruciale. Vous avez une autre question? Oui, il y a deux autres questions, en fait. Donc, on a une question d'Audrey Labranche Kennel, je m'excuse si je prononce pas bien le nom, qui pose la question en référence de ce que tu discutais en dernier dans le 4e thème. Oui. Y a-t-il des espaces de conscientisation qui ont été identifiés, particulièrement conscientisation auprès des locataires de logement? Donc, locataires de logement. Des locataires, ouais, propriétaires finalement, en fait. Oui, ça soulève toute la question des équipes de logement et puis de comment ils fonctionnaient. Puis un de nos côtés un peu tristes du projet Chez Soi à Montréal, c'est qu'on a dû vraiment développer à partir de peu de choses une équipe de logement qui est devenue très, très fonctionnelle et qu'on n'a pas vraiment suivi de près par la recherche. Donc, c'est un de mes regrets. Et cette équipe de logement a eu la surprise de construire des rapports avec des propriétaires. Qui, peut-être pour différentes motivations, différentes raisons, mais se sont quand même assez ouverts. Donc, et puis, on a pu placer les gens en logement, étant donné aussi l'absence relative ou la pénurie de logements sociaux. Donc, on a pu placer tous les gens en logement à une vitesse qui était quand même surprenante. En tout cas, dans ce cas-là, donc, il y avait tout un rapport avec les propriétaires qui a été construit, mais qui est malheureusement pas documenté par la recherche. Par contre, dans le projet dont on parle principalement aujourd'hui, le projet SRA, je pense à certaines régions qui ont établi des mécanismes de fonctionnement qui fonctionnaient assez bien, où justement il y avait l'idée d'une équipe logement qui était peut-être pas nécessairement liée à un seul organisme, mais un consortium ou un regroupement d'organismes qui se sont bâtis, qui sont appropriés cette idée d'une équipe logement, donc qui est séparée des services cliniques. Puis où ça leur permettait de diluer ou de se séparer la tâche de bâtir des liens avec les propriétaires, les locataires, entre autres, parce que ça peut être une tâche qui est quand même assez difficile, qui demande encore là du temps.
et des ressources. Il y a certains intervenants, entre autres, qui étaient devenus assez experts dans l'art de qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, l'équilibre entre la transparence et un certain optimisme face aux populations avec lesquelles ils travaillent. Donc, oui, je dirais que ces espaces de conscientisation-là sont beaucoup à travers des équipes qui ont inventé, qui ont créé des pratiques où on va à la fois faire la médiation entre des personnes accompagnées, des vraies personnes qui sont là avec nous, mais aussi un travail de conscientisation et d'éveil de conscience, je dirais, avec les propriétaires. Mais je pense que ça ne peut pas être sur les épaules d'un seul intervenant ou d'une seule intervenante. C'est pas mal ce qui est ressorti, là, je dirais. Mais je pense aussi peut-être à une initiative qui était dans une région qui n'est peut-être pas nécessairement auprès des locataires, mais auprès de différents acteurs où, justement, on le sait, dans le milieu communautaire, il y a beaucoup de roulement de personnel. Il y avait l'idée de faire des rencontres qui étaient comme à tous les 2 mois, je sais pas trop, avec différents acteurs du milieu communautaire, et puis incluant policiers, milieu institutionnel, équipe justement de logement, tout ça, pour non seulement apprendre à se connaître, parce que vu qu'il y a un roulement de personnel, fait que pas perdre l'expertise qui est là, puis à la fois aussi, bien évidemment, échanger sur les réalités différentes de chacune personne, puis donc, je ne sais pas s'il l'aurait nommé comme un espace de conscientisation, mais je pense du moins un espace de dialogue qui peut devenir ça. Ouais, je pense que j'insisterai aussi sur un point qu'on n'a pas nommé aujourd'hui, mais qui est dans le principe de départ, dans les faits qu'on avait annoncé. C'est qu'en pensant tout ce qui est relationnel, solitude, socialisation, il faut vraiment spécifier de quelle population on parle, parce que à la fois dans notre projet SRA, projet chez soi, et beaucoup au colloque national, on a constamment insisté sur le fait que la socialisation des jeunes, c'est pas la même chose que la socialisation, évidemment, des personnes aînées, qui n'est pas la même chose qu'un homme qui est comme désaffilié, qui a perdu ses liens, qui a 50 ans, qui n'est pas la même chose qu'une femme qui a vécu de la violence conjugale, qui n'est pas la même chose qu'une personne autochtone, inuit à Montréal, qui a d'autres besoins, qui a d'autres profils. Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui LGBTQ, par exemple, pour parler de colloque national, qui parfois cache son identité pour ne pas être sujet à des actes d'homophobie, par exemple, dans les ressources. Et donc, ça continue comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas assez insister sur le fait qu'il y a une diversité de populations et que le côté relationnel est une caractéristique de ces différentes populations. Tout en disant que la mixité, c'est souvent un principe important, que les gens ne veulent pas se trouver tout seuls dans le coin, finalement. Mais il faut en tenir compte. Audrey nous remercie, mais c'est nous qui te remercions, Audrey, pour ta question, en fait. On a une dernière question, il nous reste 5 minutes. Une autre question de Lola Vives qui nous a posé la première question tantôt. Donc, elle nous demande, entre autres, qu'en est-il de la formation des intervenants, intervenantes à ces enjeux de socialisation des personnes accompagnées? J'imagine, en fait, la question, c'est à savoir si on a entendu parler de formation ou s'il y a des formations à faire. En tout cas, Laurence, comme ergothérapeute, parce qu'on nous éclairait à ce sujet. Moi, comme sociologue, c'est juste que dans le projet chez soi, je pense que, et puis on a vu ça dans le projet SRA avec nos focus group, il y a des expertises qui se construisent sur le terrain, en effet, parce qu'on est face à parfois à l'inconnu, on est face à des situations où peut-être la formation n'est pas... Et le côté curieux dans le projet, c'est que c'était censé être un projet très balisé en termes de ratio, intervenants, personnes de suivi, etc. Mais dans les faits, il fallait créer, inventer, innover, imaginer autre chose, parce qu'il n'y avait pas participation des pairs, équipe de suivi en logement, équipe multidisciplinaire, etc., etc. Donc, il n'y avait pas forcément de la formation existante. Et donc, c'était un lieu d'inventivité, de créativité qui était fort intéressant d'ailleurs pour les intervenants. Mais je ne réponds pas forcément à la question, mais je pense qu'on a vu ça dans d'autres projets, c'est que dans des situations comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont apprises dans l'intervention. Ben, je dirais, oui, puis je renchérirais là-dessus en disant
l'apprentissage sur le terrain. Puis encore là, tu as parlé de diversité des populations. Moi, je parlerais de diversité d'intervenants et de contexte d'intervention ou de discipline, effectivement, où là, les gens ont une formation initiale et les gens ont des possibilités de formation qui sont très diversifiées. Des fois, c'est assez limité. Des fois, il y en a plus. Je dirais que des approches qui semblent fortes, qui n'ont pas nécessairement été nommées comme ça, mais qu'on peut tirer toute la question d'approche narrative. Donc, comment écouter le discours des personnes, comment prendre le temps d'écouter, même à long terme, d'aller connaître, reconnaître l'historique des gens. Donc, ça, je dirais que l'approche narrative, c'est quelque chose d'assez important qui est donné de façon diverse dans différentes formations. Puis, je pense qu'on a des approches qui ont été nommées quand même par les intervenants sensibles au trauma, entre autres. Il y a notre collègue Nancy Case qui a parlé de ça. Je pense que d'un certain sens, l'approche par les forces peut devenir un outil d'insertion sociale. Puis il y a toute la question, si on parle d'insertion sociale puis de relations, aussi de l'emploi, le bénévolat, puis des approches qui permettent de se sentir mise à contribution. Des approches certaines seront plus individuelles, d'autres plus collectives. Donc, je dirais que c'est peut-être des grandes approches qui ressortent. Tu voulais ajouter? Je voulais ajouter, mais c'était vraiment juste parce que ça me popait. Il y a aussi en termes de formation aux intervenants en ferme, des fois en lien avec les populations, il y a la formation courte pointe, par exemple, que je pense qui est une formation pour faire comprendre le vécu de colonisation. Tout ça, ça s'est offert par des organismes communautaires autochtones ou encore, je pense au colloque des femmes rendre visible l'itinérance au féminin, où il y a un groupe de femmes qui a parti un comité dans lequel elles veulent offrir du moins des formations sur leur vécu, leur partager, à savoir avec des intervenants et intervenantes qui travaillent dans le milieu. Donc, je pense que c'est des choses aussi qui restent à construire. Donc, mais je pense que ça revient à, en fait, merci pour la question. Oui. Parce que des fois, on a l'impression que c'est acquis, que c'est naturel ou c'est facile. Et ce qu'on se rend compte dans les témoignages des personnes accompagnées, c'est que les intervenants qui ont pris tellement de place dans leur vie, ben, c'est souvent parce qu'ils ont eu cette approche-là différente et que c'est pas tout le monde. Et que c'est quelque chose aussi, je pense, qui se développe, bien écouter puis savoir reconnaître l'histoire des personnes, leurs désirs, leurs aspirations, c'est quelque chose de très fort. Donc, je pense que c'est effectivement une réflexion qu'on doit garder en tête. Vraiment, est-ce que j'ai les outils pour écouter puis pour bien comprendre ce qui m'est dit? Donc, je pense que je vais me faire c'est pas mal, on est pas mal arrivé à la fin. On n'a même pas 30 secondes, mais j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir un courriel de suivi qui va vous être envoyé dans lequel il y a un lien pour un formulaire d'appréciation. Évidemment, on serait bien content d'avoir votre feedback et à la fois sur le webinaire, mais aussi si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les partager ou des commentaires ou des réflexions ou même s'il y en a qui avaient des idées peut-être de formation justement ou de ce qui a été discuté, n'hésitez pas à nous les partager. Nous, après, on peut évidemment repartager l'information, puis on continue à travailler à bâtir l'approche. Donc, le dossier est encore en construction. Donc, voilà. Sinon, ben, c'est un rendez-vous le 7 juin pour parler d'autonomie et de ses soutiens. On vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Merci.